très chers amis. Bon, puisque décidément, y a des choses de l'autre monde qui se passent avec cette technologie, une panne derrière l'autre. Enfin, une panne, un dysfonctionnement. Je m'apprêtais à faire une série sur le ciel. J'avais même enregistré l'introduction sur le téléphone, l'introduction audio, et puis je commence à transférer les fichiers, comme je fais toujours, une opération un peu fastidieuse, mais sans aucune embûche. Pas du tout. Voilà que lors du transfert, ça ne se fait pas, ça se met à bloquer. Ah bon ? Je me rends compte qu'en fait, l'une des deux prises USB ne fonctionne pas. J'intervertis la souris avec le câble du téléphone. Bon, je souffle. Non mais, même pas en face. Hein. Je souffle un peu là, histoire de dire, comme ça... Mais de travers, c'est-à-dire que j'ai rien fait du tout en fait. Dans la prise, ça remarche. Bon, j'intervertis tout de même les prises. Bon, d'accord, ça remarche. Peut-être qu'il y a une USB 2, une qui n'est pas USB 2. Enfin, jusqu'à présent, les 3 prises USB fonctionnaient de façon tout à fait interchangeable. Bon, je réussis à faire encore quelques transferts, comme ça, clac, clac, clac. Celle-ci. Hop, couper, coller. Bon. Et puis ça arrête de fonctionner. Ça marche plus. Et puis le téléphone disparaît de la barre de l'ordinateur. Puis un truc derrière l'autre. Ça remarche, et puis ça s'arrête de marcher. Tout d'un coup, il est plus reconnu, il est plus là, mais il est toujours branché. Mais tout est toujours pas. Alors je débranche, je rebranche, vous voyez bien. Je refais un peu tous les trucs, plusieurs configurations dans tous les sens. Non, ça revient pas. Non, tu feras pas ton transfert d'image. Non, on parle pas du ciel. Et ça va se loger absolument partout. Des dysfonctionnements qui n'ont pas lieu d'être à propos de tout. À propos de l'opération la plus anodine, les phases les moins problématiques du travail souvent un peu fastidieux, technique, deviennent prétexte à ce qui s'appelle les vexations. L'œuvre du diable pour vous mettre des bâtons dans les roues avec le monde matériel. C'est ça les vexations. C'est vraiment absolument net. Un truc derrière l'autre. Alors tout d'un coup, mon téléphone ne marchait plus. Qui me sert au partage de connexion pour mettre en ligne les émissions, je vous le rappelle. Ainsi que, prendre les photos et faire les audios additionnels. Disons que dans mon usage de tous les jours par rapport aux émissions que je fais, que je mets en ligne, l'administration de la chaîne et tout, il m'est indispensable. Oui, j'ai une configuration assez légère. Un téléphone portable, un ordinateur portable, point. Ce qui est pour moi non négociable. Plus que ça tienne plus de place, qu'il y ait plus de choses, c'est hors de question. Ah oui, bien sûr, j'ai un enregistreur qui me sert de micro ou d'enregistreur. Mais disons, la base, c'est ça, c'est très léger. Et alors manifestement, c'était le câble qui ne fonctionnait plus. Plus de transfert, plus de chargement de batterie. Comme c'est un téléphone que j'ai eu, qui m'a été donné parce que la batterie était déjà foutue, évidemment, ça me laissait très très peu d'autonomie pour réagir. J'ai récupéré l'ancien câble, j'ai fait des essais, j'ai jonglé comme ça marchait pas, de façon un peu aléatoire. Très rapidement, j'ai recommandé un câble en me rendant compte que c'était probablement ça. Je l'ai reçu dans les 3 jours, et de nouveau, j'ai pu brancher sur le chargeur ou sur l'ordinateur, et ça a remarché. Mais pas complètement. C'est-à-dire que ça remarche. Mais tout d'un coup, est-ce le câble ? Est-ce la prise ? Est-ce le téléphone ? Est-ce l'ordinateur ? Ça peut être alternativement tout. Tout. Donc, ce n'est pas dans la technologie elle-même. C'est dans cette petite chose qui se glisse partout, s'insinue partout, et nous met des bâtons dans les roues, même là où il n'y aurait absolument pas lieu. D'ailleurs, ces petites pannes alternatives et incompréhensibles se présentent à peu près partout dans la maison. Pourtant, je n'ai que très peu de technologie. Mais le four de la gazinière ne s'allumait plus. C'est-à-dire qu'il s'allumait, mais dès que je lâchais le bouton, le gaz s'éteignait. Pour le four. Intéressant. Même au bout de 15 secondes avec le bouton poussé, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. C'est arrivé plusieurs fois à la suite, et puis c'est parti comme c'était venu. C'est une chose derrière l'autre, c'est extrêmement amusant. Ah, je t'énerve, hein ? Ah, je t'énerve, toi. Toi qui te crois chez toi ici. Toi d'ailleurs qui es chez toi ici.
toi qui es maître à bord. En fait, tu ne peux pas tout, même chez toi. Tu nous tentes, tu nous pièges, tu nous mens, tu nous trompes, mais malgré tout, nous ne marchons pas dans tes combines. Pas dans toutes. Dès que nous te démasquons, nous te rejetons. Et ça, tu n'aimes pas. Enfin, le propriétaire des lieux est un vicieux, les amis. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, puisque je ne peux pas faire cette chronique sur le ciel, eh bien, je vais faire quelque chose que je peux faire parce que je l'ai déjà dans mes dossiers. Enfin, j'en sais rien, on verra bien, à la grâce de Dieu. Et c'est le courrier des auditeurs de tout. Ouais, je mets des trucs comme ça au fur et à mesure. Et puis, on va regarder tout ça, on va déjà lire. Alors, il y a un peu de tout. Il y a les chroniques des jours passés, vous savez, ces émissions avec un peu d'intériorité. Votre vidéo m'a touchée. La lumière, la vapeur du thé et le silence créent un moment suspendu, presque sacré, où chaque objet du quotidien semble retrouver un sens nouveau. Le jeu du soleil, la lumière particulière et agressive sur les couleurs installe une atmosphère, presque irréelle, qui rappelle la beauté simple des choses. J'ai beaucoup aimé votre réflexion sur la matière, la chaleur et le savoir-faire des artisans d'autrefois. Le contraste entre le froid du dehors et la chaleur entretenue à l'intérieur traduit très bien cet équilibre fragile et persévérant qui traverse la vie. Même l'idée des bassines d'eau devient une belle image du lien entre nature, technique et énergie vivante. Oui, ça je disais que j'ai toujours désormais j'ai une grande bassine d'eau sur le feu, sur le poêle, quand je m'en sers pas, et l'eau chauffe. Il y a, je sais pas, peut-être 20 litres d'eau, et une fois que l'eau est chaude, elle reste très longtemps chaude, il y a une inertie et ça fait comme un radiateur. Et par-dessus cette bassine, pour que ça ne s'évapore pas, j'en mets une deuxième, qui a exactement le même diamètre. Ce sont des bassines de zinc, vous savez, tronconiques, comme ça. Et c'est une image, effectivement, entre cette technologie très simple, d'eau chaude qui garde la chaleur par inertie, l'eau, le feu, le poêle de fonte, bien sûr, et la bassine de zinc. C'est quand même de la technologie extrêmement simple et c'est efficace. Le passage sur les vêtements m'a aussi marqué. On y sent toute la différence entre la texture vivante du tricot fait main et la froideur des productions industrielles. Vous rappelez avec justesse l'importance du geste, du temps et du plaisir de créer. Et ce mélange de couleurs, loin de chercher la perfection, exprime surtout cette recherche du souffle et de la présence, ce rythme juste des choses. Oui, alors je sens toujours le besoin de me justifier parce que je ne suis pas une tricoteuse née sous le signe du Capricorne ou de la Vierge, enfin je ne sais plus exactement ces signes qui marquent des personnalités très, comment on dit ça, perfectionnistes. Non, moi j'arrête pas de me tromper tout le temps, c'est pour ça que je tricote pas d'après modèle, mais je tricote mes châles de façon improvisée. Je sais à peu près sur quoi je pars et je tricote toujours ce même modèle d'ogive. Alors suivant le nombre de mailles que j'y mets, les intervalles que j'y mets, si je vais jusqu'au bout du motif ou si je l'interromps par un rang envers, etc., on aura des effets différents et des alternances. Et à chaque changement de motif, en fait, je suis à une bifurcation. Je me dis, je continue, j'alterne les motifs, ou au contraire, je les fais dans l'alignement. Je fais un rang de rupture, avec un rang vert qui va faire un motif en relief. À chaque moment, je peux changer d'avis, un peu comme le vivant. Imaginez, au début de la saison, vous pincez votre verveine ou votre menthe. Pincer, c'est-à-dire couper le petit bourgeon du haut. Généralement, moi, je les mange. Et comme ça repousse en 2 tiges. Et oui, là où on a coupé, au lieu d'y avoir une tige, il y en aura 2. Donc, on étoffe dès le départ le petit buisson de menthe ou de sauge ou de romarin, ce qu'on veut. Voilà, là, c'est un peu la même chose. Est-ce que je vais pincer ou est-ce que je vais laisser... la nature elle-même va développer au second étage, là où il y a eu cette blessure, forcément, il y aura un départ de 2 branches. Donc, on change de motif.
Bon, là, il y a un dédoublement, mais dans mes châles, c'est pas forcément un dédoublement. Ça peut être une réunification. Mais à chaque étage, en fait, je repars comme ça. Et au lieu d'avoir tout complètement aligné, des fois, les motifs se prennent les uns dans les autres d'une façon qui ne serait jamais considérée comme acceptable sur un modèle. Il y a un décalage, comment dire, d'un grand motif sur un petit ou d'un petit sur un grand. Ils ne partent pas du même endroit, ou ils ne sont pas centrés. Et ce décalage pourrait sembler inacceptable. La symétrie relative, parce que des fois je me trompe, il y a un défaut de symétrie. Donc on a une symétrie relative, comme sur un visage ou deux mains. On a un châle qui est chiral. C'est-à-dire que c'est presque symétrique, mais à un endroit... ben non, il y avait un, je sais pas, un petit décalage qui a été rattrapé au tour suivant, au motif suivant ou sur la bande suivante, mais c'est pas complètement symétrique, exactement comme dans le vivant. Et plutôt que de me dire ah non, je défais tout, faut que ce soit exactement pareil, je me dis mais la nature, c'est pas comme ça qu'elle procède. Parce qu'au final, il n'y a pas de défaut de solidité, ça ne joue pas. Si je faisais un côté du châle en point mousse et un côté en point jersey, jersey en droit ou jersey en vert, ben ça changerait rien en fait. Oui, il n'y aurait pas tout à fait la même tension des deux côtés, mais une fois porté et mis autour du cou, déjà ça ne changerait rien à la douceur, à la solidité, à la légèreté, au poids, enfin je sais pas comment dire, ça changerait rien. Et dans certains cas, ça ne se verrait même pas. Donc en fait, ce processus du vivant qui va de l'avant et qui intègre les erreurs ou les blessures, comme ce petit bouton de fleur qui avait été mangé par un insecte, d'une façon tellement jolie et agréable que quand la fleur s'était développée, en fait, cette fleur de mauve qui avait été grignotée, chaque pétale avait été grignoté symétriquement. C'était ça qu'il y avait au final. Au lieu d'avoir cette fleur avec le pétale un peu large, le pétale était très fin parce qu'il avait été découpé, mais chaque pétale, par un fait extraordinaire, avait été découpé de la même manière et de manière symétrique. Sur une symétrie axiale, chaque pétale. C'était superbe. Donc ça, c'est les phénomènes du vivant. Et ça me fait réfléchir. Parce que théoriquement, un bouton mangé par la chenille, si j'étais une jardinière maniaque, je dirais, ah ben non, celui-là, il va mal se développer, ça fera une vilaine fleur, hop, je l'arrache, je le casse, je le pince et je le jette. Mais pas du tout. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de décider quelle fleur est belle au regard des lois de la vie. Cette fleur était unique. Je l'ai même photographiée, je vous l'ai montrée. Eh bien, la façon dont je tricote, c'est un peu pareil. Quand je me trompe, j'intègre l'erreur. Parfois, je suis obligée d'aller dans le sens de l'erreur. Ça donne des choses intéressantes. Et puis, je me rends compte que j'arrive jamais à faire un truc du début à la fin qui soit strictement régulier, sans aucune erreur à rattraper. Alors, certaines ne se voient même pas. Ça peut être 2 mailles de plus d'un côté par rapport à l'autre. Il suffira d'intégrer 2 augmentations invisibles. Mais je me rends compte qu'il y a toujours une erreur. Pourquoi il y a toujours une erreur ? C'est complètement fou. C'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Et en m'intéressant à 2-3 techniques japonaises, comme ça, en regardant vraiment de très loin comment les Japonais traditionnels de culture paysanne réparaient les objets, les vêtements, etc., on voit que c'est pas du tout l'idée qu'on s'est fait du Japon, avec la perfection, tout. Non, tout est amené à une exigence de conscience, mais pas du tout de perfection. Ces broderies japonaises, tout ça, certaines sont faites vraiment avec une régularité et une perfection mathématique quasi maniaque, et d'autres sont faites avec un élan beaucoup plus organique. Donc il faut bien prendre l'ensemble des choses pour se faire une idée. Et de la même manière, si je prends mes 2 grands-mères, les 2, bien sûr, étaient brodeuses parce qu'elles avaient appris ça à l'école et que ça se faisait, on brodait son trousseau, tout ça, on faisait ce qui s'appelle la broderie blanche, c'est-à-dire le plumetis, c'est-à-dire cette broderie qu'on a notamment sur les draps. Vous savez, ces énormes initiales, des fois plus de 15 cm, rembourrées, c'est-à-dire avec du relief. C'est ça qui s'appelle la broderie blanche. Bon, elle faisait aussi d'autres types de broderies, la broderie couleur, le point de croix, pour marquer les torchons, etc. Et ma grand-mère paternelle faisait des jours échelles rebrodées, ça parlera à ces dames, où chaque jour, chaque échelle était repassée au fil,
donc une quantité de fil extraordinaire et puis un travail de longue haleine et d'une régularité magnifique. Elle faisait de la broderie blanche superbe, elle était très régulière, très, très précise, vraiment c'était très très beau. Et mon autre grand-mère maternelle, elle était beaucoup plus brouillon. Elle faisait des trucs extraordinaires avec des... Comment ça s'appelle les fils tirés, vous savez, des trucs. Mais c'était brouillon. J'ai toujours un de ces draps, il n'est même pas fini. C'est fou. Il y a une extrémité du drap il n'y a même pas eu de rentrée. Et pourtant, c'est un drap avec des fils tirés, donc des vides, des trucs rebrodés. Bon, mais puis elle faisait de la broderie couleur dans tous les sens. Elle nous avait fait un livre, un petit jouet d'enfant qui était en fait un livre en Vichy jaune-vert, là, en bob même, en Vichy avec des fils plus forts, là. Et puis, c'était coupé au ciseau cranté, je crois. Et il y avait, en fait, c'était un livre mais dont les pages étaient de tissu, tout petit livre carré, 25-25, peut-être 20-20, et elle avait brodé sur chaque page la petite comptine 0 plus 0 égale la tête à Pierrot. On ne disait pas la tête à Toto, à ce moment-là, on disait la tête à Pierrot. Donc elle avait brodé d'abord 0, et puis 0 plus, etc. Au point de tige, avec du fil bleu et rose, je ne sais plus exactement, noir aussi peut-être. Bon voilà, elle faisait des choses comme ça, mais c'était pas parfait. Rien de ce que faisait ma grand-mère maternelle n'était parfait. Elle avait un élan pour toute chose, elle était créative, impulsive, elle était joyeuse. Enfin, pas que, mais c'était pas parfait. Ah non, vraiment pas. Mais c'était. C'était bouillonnant. Ça partait d'ailleurs un peu dans tous les sens, un peu comme moi. Donc, toutes les deux, bien que ma grand-mère maternelle ait été issue de la communauté de Tunisie, et que mon autre grand-mère, ma grand-mère paternelle, ait été, elle, une paysanne de Bresse, bon, qui a quand même vécu en Tunisie parce que son mari était douanier pendant le protectorat, eh bien, ce sont deux personnes quand même issues de la culture française. Oui, même ma grand-mère maternelle, elle a été à l'école de la République, elle a eu une éducation non seulement française, mais francophile. Donc en fait, c'était des personnes qui avaient le même type d'éducation finalement. Et c'est la culture française. D'ailleurs, à l'indépendance, ma famille de Tunisie, parce qu'ils étaient français en fait, sont venus en France parce que voilà, c'était la France qu'ils avaient choisie et c'est le modèle français. Donc elles étaient toutes deux de culture française et pratiquaient ces arts féminins, ces arts domestiques féminins, notamment de la broderie et de la couture, chacune à sa manière. L'une était très méthodique, régulière, faisant des points d'une perfection consommée, et l'autre un petit peu plus brouillon. Ça se tenait, mais ça n'avait pas cette perfection. Du coup, elle ne choisissait pas les mêmes modèles ou les mêmes techniques de prédilection. Et si on regarde l'une ou l'autre exclusivement, on peut se dire « Ah oui, mais la broderie française, c'est la perfection absolue », si on regarde ma grand-mère paternelle, ou « C'est quand même pas tout à fait ça, les gens, les techniques… Donc en fait, quand on regarde le Japon, c'est pareil. Il y avait un peu de tout. Dans ces cultures traditionnelles paysannes, ou même petits bourgeois, petites bourgeoises, il y avait un peu de tout. Puisque c'était les vrais gens de la vraie vie qui faisaient la culture. La culture populaire, maintenant on a tendance à penser que c'est ce qui plaît aux gens. Mais ce qui plaît aux gens n'est pas fait par les gens. C'est imposé par la télé, la radio, toutes sortes de médias et toutes sortes de campagnes de propagande d'une sorte ou d'une autre. Mais avant, la culture populaire, c'était la culture qui était faite par les gens. Les violonneux faisaient partie du village. Les vielleux, les violonneux, il n'y avait pas une culture d'État imposée. Ça s'est venu peu à peu. Mais poursuivons. Enfin, votre conclusion autour de votre thé bleu-vert m'a beaucoup touchée. L'amertume qui devient douceur, la souplesse du cœur, cette manière d'accueillir la vie avec reconnaissance. Tout cela forme un message apaisant. Vous rappelez qu'il faut apprendre à rester flexible, à plier sans se perdre, à garder une ouverture devant ce qui nous dépasse. Restez simple, attentif, souple. Voilà une philosophie lumineuse à méditer sous la lumière d'un jour d'hiver. Et ça finit par une citation latine « Amaritudo vitae sapientam parit ». La sagesse de la vie. Alors, il y a un truc avec l'amertume, parit, c'est le verbe.
la sagesse de la vie. Ah, je m'étais fendu une petite réponse, qui disait « Comme tout cela fait honneur à mes paroles, à ce moment que je vous ai dédié, à nous, à moi aussi, en toute présence, ni meilleure ni plus mauvaise que mes frères humains, en joie de me sentir si doucement comprise dans mon élan de tricot, de vie simple, de grâce tout aussi simple d'un instant porté par les matériaux autrefois vivants, d'un intérieur désuet, effrontément passéiste. Merci de ces mots posés sur d'autres mots, ils sont très parlants aussi. Tranquillité, beau moment de douceur, votre voix me touche, je sens une larme couler le long de ma joue. Non, ce n'est pas de la tristesse, on peut pleurer de joie. Tendre bise à vous, Prune. Je nous souhaite de vivre énormément de moments suspendus comme celui-ci, tout en douceur. Merci, Prune, de nous emmener avec toi depuis toutes ces années troubles, en route pour la joie, l'amour, le vrai, le beau, le rire, le naturel, le vivant, tous les champs du possible. En vous écoutant, à mes yeux, vous êtes mon amie, Prune. Je suis invitée dans votre demeure et nous échangeons d'âme à âme des réflexions sur différents sujets. Que c'est agréable et chaleureux. Merci. Savez-vous, Prune, que selon la tradition médiévale japonaise, tiens, nous parlions du Japon, selon la tradition médiévale japonaise, vous faites partie de la caste des guerriers, la caste la plus haute en dignité, celle qui fait dire qu'il faut détester la guerre, mais honorer les guerriers. Merci. Ouais, on dit souvent que la guerre, c'est pas bien. Mais la loi de l'amour, ce n'est pas se laisser détruire par les profanateurs. C'est un sujet délicat, quoi qu'il en soit. Ah, Simone, ça fait longtemps qu'elle est là. Quand tu prends un fil, tu les déroules si intensément qu'on reste jusqu'à la fin de la bobine. Fils de toutes les couleurs, toutes épaisseurs, même des fils électriques. Alors on est secoué dans tous les sens du terme. C'est fou. Depuis le début, tu dis tout est faux. Bon, on est ok avec ça. Mais on garde une ou deux petites certitudes bien au chaud. Aujourd'hui, ça y est, à 2 pas de mes 83 hivers, je peux dire « Je suis venue, j'en suis revenue, et je ne suis pas vaincue. Je t'aime, petite fille, et te souhaite des merveilles. » Ha ha ha, toujours très jolie comme façon de décrire mes circonvolutions improvisées. Nous n'avons pas encore fini de tout détricoter. Et moi, je tricote, et tricote. Ces tricots-là aussi, faudra-t-il les détricoter, tu crois ? Ah, ça c'est... ça c'est notre ami. Ça c'est... Vous allez voir dans un instant qui c'est. Il est vivant. Alors tout de suite, moi je pense... il est question du Christ, n'est-ce pas ? Il est vivant. Attendez un peu. Chère Prune, un peu d'humour en ce début d'année. Tout est dans les détails. Un cadeau de nos voisins pour la réception des colis, plus ma gourmette, et le tour est joué. 2026 bise, Jean-Michel. Alors regardez-moi ça s'il vous plaît. Jean-Michel, Jean Trogneux, Lille. Lille ? Pas Amiens ? Jean Trogneux, 6e génération. On a retrouvé Jean-Mimi. Il est à Lille, apparemment. Photo du ciel en Alsace, un 1er de l'an. Bonjour Prune. Depuis ma tournée à domicile le 1er janvier, je vois de nouvelles inventions dans le ciel. Je t'envoie ces photos du Bas-Rhin. Comme on se fout de nous, c'est une véritable provocation. Regardons-les ces images. Alors de ces traînées très basses qui se dispersent immédiatement, c'est-à-dire qu'on voit encore la traînée. D'un côté, on voit la ligne et elle est dispersée par les vents presque instantanément, très 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 près de nous. Spectaculaire. Mais quand je vois cette photo magnifique, je me dis qu'on devrait refaire un concours ma plus belle photo de ciel pourri. Alors, pour les abrutis qui n'écoutent pas, parce qu'il y en a un quand même qui a compris à l'envers, qui dit « Ah, j'avais cru !» Ma plus belle photo, donc une belle photo, de ciel pourri. Voilà, un ciel pourri, c'est un ciel épandu. On est bien d'accord. Non, mais en fait, c'est vrai, il y en a qu'un qui n'avait rien compris. Bonsoir, Prune. Je me suis rendue au marché de ma petite ville ce matin et je me sentais heureuse, presque hors du temps, comme une spectatrice. Le soleil brillait, mais le ciel se faisait déjà salir. Peu importe. Je me suis dit, après tout, j'ai l'essentiel,
l'amour dans ma vie. Et pour qui je suis ? Ah oui, et l'amour pour qui je suis. Mon cœur, ma conscience honore la vie de gratitude. Oui, car je suis gâtée d'abondance, d'intégrité, de justesse et de droiture que je cultive comme des valeurs essentielles. L'esprit critique est venu tôt en moi et rendait mon prof de philo à l'époque un peu fou. Je continue de le nourrir grâce à tes œuvres. Je te remercie avec le cœur, avec une immense joie. De retour du marché, je me suis arrêtée au bureau de poste pour t'envoyer l'ouvrage d'origami que tu évoquais il y a peu. Peut-être aurai-je le plaisir de découvrir quelques créations, qui sait, dans une de tes capsules futures. À mon tour de t'envoyer mes bénédictions. Chère amie, qui vit en Alsace, sous le regard protecteur de Sainte Odile, celle qui a retrouvé la vue par le miracle de l'eau de source. Tiens donc, c'est notre amie qui m'a envoyé le livre sur l'origami. Et il y a tellement peu de lumière et j'étais tellement fatiguée, le croiriez-vous, que je n'ai pas encore commencé les essais d'origami par tessellation parce que c'est vraiment un gros morceau. Et d'ailleurs, je vous ai promis qu'on regarderait ce livre ensemble. Encore merci en tout cas. Bonjour Prune, je voulais te remercier pour tout ce que tu partages avec nous. Alors voilà que tonton Michel me fait regarder un film que tu connais peut-être, Les 4 saisons d'Espigoule. Espigoule est un village imaginé par le réalisateur où l'on parle d'une bête appelée Phacomochère. Eh bien, figure-toi que son crâne est exposé au musée de Toulon. Il est même signalé dans Wikipédia. Et nous voilà avec un spécimen de plus. J'ai tout de suite pensé à toi. Peut-être en feras-tu quelque chose. C'est ce que j'ai dit à tonton. PS, il y a un grand parc près de chez moi où se trouvent seulement 2 statues, une à l'entrée et une à la sortie. Que vois-tu ? Nous allons regarder ces photos. Bon, on se doute bien avant de les ouvrir que ça risque d'être des horreurs. Alors ça me fait penser à la pierre brute, pierre taillée, puisqu'il y a un effet de pierre brute, une diagonale de pierre brute, hein, en bas à droite, et pierre polie. Donc ça, c'est des trucs de franc-mac. Et c'est le plan de la Terre, hein, comme une croix en 2 dimensions imprimée dans un cube. Le plan de la Terre, n'est-ce pas ? Alors, est-ce un carré ? Est-ce qu'il y a une déformation de la prise de vue ? Non, je ne suis pas sûre. C'est hideux. Bon, ça a l'air d'être du marbre rose, mais ça, ce sont des objets magiques, hein, j'en suis presque sûre. Hein, des objets chargés. Et l'autre, elle l'a intitulé Dino, ou quelque chose comme ça. Ça lui évoque le dinosaure. C'est tout à fait hideux aussi. Socle carré aussi. Bon, socle carré, c'est pas très étonnant, mais... Moi, ça m'évoque quelque chose d'un peu obscène, de l'ordre du sexe stylisé, du gland. Ça m'évoque quelque chose d'un peu, sinon obscène, du moins de la partie intime exposée au grand jour, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Un détail anatomique qui ne devrait pas figurer de cette manière-là, comme ça. Stylisé, géométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune élégance. Parce que dans l'anatomie, il y a beaucoup d'élégance. Regardez les études de sculpteurs, par exemple une main ou un buste, je ne sais pas, un pied, des études anatomiques, il y aura forcément quelque chose de beau, mais là, il n'y a rien. Et si on regarde les immeubles dans le fond, leurs portes moches, leurs balcons moches, tout est géométrique. C'est pas obligé que ce soit comme ça. Au 19e, c'était pas comme ça. Hein. Et les arrondis des bagnoles, vous mélangez, regardez, le fond, hein, faites de votre tête mentalement un mélange entre ces balcons carrés, ces stores, ces portes, ces grilles d'aération et les arrondis de ces voitures blanches, relativement géométriques et tout ça, et vous obtenez le même type de forme qu'on a là. C'est l'esthétique de l'époque. C'est vide, stérile, vaguement monstrueux et totalement désespérant. Une spectatrice, ex-infirmière niçoise devenue artiste, regardez, qui me dit « Ah, ta nature morte était ravissante, encore synchro sur les origamis que j'ai peints quelque temps avant ton émission. C'est fou ! Je t'en montre quelques-uns pour illustrer. » Alors regardons ces petites peintures qui représentent des origamis stylisés. Alors c'est pas des vrais, on pourrait pas forcément, surtout pas en une feuille de papier, là on voit, c'est très joli, ce sont des origamis inventés. Un cygne, petit buffle, les petits personnages. Non mais comme c'est joli.
Lapin. Ça, là, par contre, celle-ci, elle est, on va dire, véridique. Ça, c'est la grue japonaise. La grue classique, on va dire. Gorille. Dragon, ça, c'est même pas d'ailleurs un vrai un dragon, c'est un... Il y a une bestiole qui est comme ça. Ah, mais... Ah ben celui-là, il ressemble vraiment au dragon que j'ai fait. Quoique un peu plus tard encore, il me semble. Mais j'avais pas ouvert les images parce que je me réservais de les regarder et de les découvrir avec vous. Oui, des fois je charge vos dossiers, mais je les regarde pas tout de suite. Ça alors, hein. Mais notre ami nous parlait de ce livre, Ouragan de Mark O'Byrne, en nous disant « Je ne te le recommande pas vraiment, tant le personnage est agaçant et irrévérencieux. Néanmoins, un des chapitres concernant les parasites était synchro avec ton thème évoqué. Donc voici l'extrait en question que nous allons lire. Drogues et parasites. Il y a une très grande proximité entre les pires parasites et la consommation de drogue sur cette planète. Ces entités malveillantes utilisent les psychotropes récréatifs et spirituels pour amoindrir les défenses naturelles des humains terrestres, voire pour les détruire totalement. Ça je ne le répéterai jamais assez. Hein. Depuis que je suis Mark O'Byrne, je ne cesse de recommander de ne consommer aucun psychotrope et si quelqu'un en prend, d'arrêter immédiatement et définitivement. Si quelqu'un d'arrêter quoi? D'arrêter de le voir? C'est pas français, hein. Si quelqu'un en prend, cette personne doit arrêter. C'est bon, bref, on va essayer de continuer un peu. C'est l'arme principale des créatures démoniaques qui ont mis l'humanité terrestre en esclavage. Les trafiquants de drogue et les utilisateurs de ces produits, s'ils payent cher alors qu'ils sont encore incarnés, vont payer un prix exorbitant après leur mort. Et plus encore s'ils se sont associés volontairement à des pratiques de type sorcellerie ou satanisme. L'association entre drogue, religion du marécage et créatures démoniaques est une évidence qui ne tarde pas à sauter aux yeux des voyageurs. Alors, je ne sais pas qui l'appelle les voyageurs avec un grand V, mais sans doute les chercheurs de vérité. Selon mon point de vue, les psychotropes ne doivent être utilisés que dans un strict cadre thérapeutique et sous le contrôle scientifique, éthique et compétent. L'utilisation de psychotropes à réputation spirituelle comme l'ayahuasca ou l'iboga conduisent à des abominations qu'il faudra longtemps pour effacer au sein de chaque individualité et dans de nombreux cas, des effets subsistent durant une longue période après la mort du corps biologique. Le parasite vous incite à prendre de la drogue, vous incitant à en vendre, à en cultiver et à faire croire vos semblables que c'est positif. Si vous fabriquez, vendez et transportez de la drogue, vous n'êtes rien d'autre qu'une marionnette, un esclave docile, un imbécile au service d'entités abominables dont vous n'avez aucune idée. Je m'associe totalement à ces paroles. Les préalables religieux, les leaders politiques, les préalables religieux, ouais. Les leaders politiques, les chefs de guerre, les prétendus détenteurs de connaissances scientifiques qui favorisent la consommation préalable religieux. C'est sûr que c'est préalable qui veut dire connaissances scientifiques qui favorisent la consommation de psychotropes, que ce soit chez leurs amis ou leurs ennemis, sont les complices zélés des plus grandes abominations qui puissent se concevoir chez les humains terrestres de cette planète. Les humains terrestres. Je l'affirme catégoriquement, bien que sachant depuis des dizaines d'années qu'une partie croissante et substantielle de la population terrestre va se noyer, se détruire biologiquement par des substances synthétiques de plus en plus variées. Les conséquences de cette perversion sont dévastatrices et tombent en cascade. Violence, meurtre, malheur à tous les étages. C'est le festin royal pour toutes les créatures monstrueuses qui contrôlent les fabricants de drogue et les trafiquants de drogue. Alors là, on a une idée de drogue, avec fabrication, trafic, hashish, coke et tout ça, mais l'herbe cultivée à la maison, c'est pareil. Hein. Ce commerce a infiltré et corrompu toutes les strates sociétales de la planète. Mais cela ne durera pas toujours. Qu'il faille 5000 ans ou bien 100 000 ans pour que tout ceci disparaisse, ce moment viendra inévitablement. Voilà un passage qui ne va pas convenir à tout le monde, mais comme dans le reste du livre, il n'y a aucune complaisance, ni besoin d'être aimé par la majorité. On ne sait pas qui parle et à propos de quoi. Bon, je voulais vous montrer ça. C'est un truc que j'ai reçu parce que j'ai dû acheter un truc une fois chez eux. Ou peut-être même pas d'ailleurs. Je crois que j'ai jamais acheté chez eux en fait. Peut-être que j'avais un compte. J'en sais rien en fait.
Line and Me, donc lin. Line and Me, fais-moi du lin, j'en sais rien. Ton histoire comptée en lin. La couleur de l'année 2026. Ouais, il y a une couleur. Bah oui, par année, bah il y a la lettre de l'année, il y a... Non mais n'importe quoi. Un peu comme l'année du rat, l'année du singe. Regardez, la couleur de l'année, c'est une couleur Pantone. Donc une couleur universelle, hexadécimale, j'en sais rien. Et ça s'appelle danseur de nuages. Non mais je plaisante pas. Hein. La couleur Pantone de l'année, la nuance de notre époque. Et c'est quoi comme couleur? Bah c'est du blanc. Saviez-vous que chaque année, Pantone choisit une couleur de l'année? Ah, donc c'est Pantone. Pantone, c'est maintenant comme une institution. Pantone, ça veut dire ton, donc tone, dans le sens ton, ton sur ton, teinte. Bon, c'est pas ça vraiment, teinte, c'est pas tone, mais bon. Et pan, P-A-N, ça veut dire tout, toutes les nuances, toutes les couleurs, tous les tons, donc Pantone. Cette entreprise, Pantone, s'arroge le droit de décréter la couleur de l'année. Une nuance qui reflète notre façon de vivre. Ah oui, pour tout le monde pareil, tu veux dire? Décrété par une entreprise multinationale? Intéressant, ouais, vraiment. Ce que nous cherchons est l'air du temps. Ah ouais. Cloud Dancer pour 2026. Un blanc cassé doux et aérien, inspiré par la lumière, le calme et un sentiment de clarté. De clarté avec le soleil qu'on a, tu te fous pas de ma gueule un peu, non? Bon, bref, vous avez compris. Ça, je voulais vous le montrer depuis un moment déjà, parce qu'on était dans le dossier soumissionnaire. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Bon, bah c'est un tracteur. Et l'image est floue parce que l'objectif de l'appareil photo, qui est en l'occurrence un téléphone, est foutu. Alors soit l'objectif, soit le capteur, j'en sais rien. Regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un tracteur, un engin agricole, tracteur ou engin agricole, vert. Ouais, ce vert acide. Et appuyé dessus, il y a un balai vert. Alors moi, ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait rire. Bah, vous reconnaissez ou pas? Eh ben, c'est le balai d'Israël. Bah, c'est un balai vert islam. Bah, ça dit tout. Ben, balai, ça évoque balayeur, ça évoque petites mains quand même. Les petites mains de l'islam, bah, terroristes et autres, appuyés sur la puissance militaire des blindés de Tsahal, les gars. Le balai d'Israël. Moi, ça m'a fait rire. Non, mais ça m'a fait rire. Ah, ça, je vous l'avais pas montré. Puisqu'on parlait... Ça, je l'ai... C'est une photo que j'ai prise au moment aussi où j'étais dans le dossier soumissionnaire. Ce cube de savon de Marseille. Vous voyez ce que je vois ou pas? Savon de Marseille. Regardez. Vous voyez ce qu'il y a au centre? C'est un cube de savon... Non! C'est la Kaaba. Elle voit la Kaaba partout, la fille. Ah, ça, c'est une image, je vous en avais déjà montré des comme ça. Vous savez, il y a la photographie culinaire, qui est une branche à part de la photographie. Où, c'est très délicat, hein. C'est pas toujours d'ailleurs des vrais mets, parce qu'il y a des trucs qui fondent sous les projecteurs, donc il y a tout un art pour fabriquer du faux qui ressemble à du vrai, pour les cuisiniers et les traiteurs qui veulent vendre des trucs, mais ils peuvent pas toujours prendre en photo la vraie préparation culinaire. Donc des fois il y a des... Bon, bref, vous avez compris. Et il y a aussi cette photo, ça c'était Irving Penn, qui avait fait des photos d'ordures, de trucs tombés par terre, dans la rue, des gobelets de carton, des vieilles semelles, des machins, et des reliefs de repas. Donc, j'ai cet ami qui m'envoie, d'ailleurs c'est Jean-Claude Duss, qui envoie comme ça, quand il a été au resto avec son fils, il envoie la fin du repas. Donc je le passe en noir et blanc, façon Irving Penn. Et là, c'était, je crois que c'était en Italie, et regardez ce qu'il y a écrit sur l'assiette. Aïe, 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 fiston. Fiston, bah comme le fiston, mais aussi comme... connaissant Jean-Claude Duss, moi ça m'évoque fist fucking. Mais bon, on va dire que j'ai l'esprit mal placé. Mais je crois d'ailleurs que c'est quand il était, puisque je viens d'en parler, quand il va au restaurant avec son fiston. Et puis ça, c'était le repas de Noël d'une de nos spectatrices vraiment motivée. Un vélociraptor sur lit de pommes de terre en robe des champs, où apparemment il n'y avait pas énormément à manger dessus. Hein. Et puis vous allez quand même pas me laisser ça. Finissez au moins les patates.